Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Violoncellerie. Aujourd'hui, j'ai une chance vraiment exceptionnelle d'avoir Mathieu Boucher avec moi, le fameux créateur du podcast que j'adore, qui est le musicien stratégique. Alors bonjour Mathieu. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ben, merci d'être là, vraiment. Je sais que tu es bien occupé. Mathieu, j'ai pas redécouvert, mais disons, j'ai replongé dans ton podcast récemment avec tes nouveaux épisodes qui parlent entre autres des recherches que tu as fait, mais que tu fais en fait présentement dans le cadre de ton post-doctorat. Voilà, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement. Fait que c'est pour ça que je voulais te recevoir sur le podcast. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs peut-être qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Mathieu, je suis un guitariste classique de formation. Donc, j'ai commencé c'est l'instrument qui a commencé à m'intéresser. J'ai fait des études là-dedans, je dirais, tout ce qui est plus normal au sens où, bon, Cégep Sainte-Foy à Québec, ensuite Conservatoire de musique à Québec. Je dirais, pendant mes études au conservatoire, j'ai commencé à enseigner beaucoup, beaucoup. Et je suis comme tombé en amour, en fait, aussi avec le sujet de la pédagogie. Et c'est ce qui m'a mené donc à aller faire une maîtrise en didactique instrumentale ensuite à l'Université Laval. Quand j'étais là-bas, premièrement, j'ai découvert ce que la science avait à apporter à la pédagogie, à l'apprentissage. Déjà là, c'était comme une prise de conscience intéressante. Puis j'ai vraiment commencé aussi à m'intéresser au sujet de la pratique instrumentale, mais du point de vue scientifique, parce qu'on a beaucoup de très bons conseils qui viennent de nos professeurs, des classes de maître, là, depuis quelques années avec justement les podcasts comme le tien ou les chaînes YouTube et tout ça qui donnent, où on peut voir des masterclass d'autres grands musiciens. Ça donne plein de bons trucs qui viennent de musiciens professionnels. Puis une des choses que moi j'ai toujours trouvé intéressante là-dedans, c'est que euh, on peut penser à première vue parfois que d'un professionnel à l'autre, ils peuvent parfois sembler se contredire, mais très souvent, quand on connaît un peu la science qu'il y a derrière le fonctionnement du cerveau, on voit finalement que les gens, même dans leurs contradictions, appliquent à eux des principes généraux du cerveau, des principes des généraux de comment le cerveau fonctionne. Puis quand j'ai à le présenter, je parle tout le temps, mettons, de la différence entre les goûts qu'on a. Mettons, est-ce que ce soir, ça nous tente de manger de la pizza, des sushis ou on est végétarien, peu importe nos convictions, il reste quand même que la digestion fonctionne pas mal de la même façon pour tout le monde. Les choses à faire et à ne pas faire se ressemblent beaucoup. Mhm. Puis donc, de la même façon, notre cerveau a différentes façons de digérer l'information, mais il y en a des plus efficaces que d'autres. Il y en a aussi qui sont plus ou moins efficaces selon le but qu'on a. Donc, est-ce qu'on a des buts à long terme, à court terme, et tout ça? Donc, c'est toute cette science-là, finalement, ça y est, je suis parti justement. C'est toute cette C'est science-là super intéressant. qui m'a fasciné pendant que j'étais à la maîtrise. Puis là, j'ai décidé de faire un doctorat là-dedans. C'est pendant aussi le doctorat qui est né, si on veut, ce qui était au départ les ateliers de musiciens stratégiques, où là, je faisais, je suis très choyé d'avoir presque fait toutes les régions du Québec. Donc, invité dans des universités, conservatoires aussi, mais des écoles de musique pour parler aux parents, pour parler aux professeurs, tout ça. Donc, j'ai à peu près 250-300 présentations de faites au Québec depuis 2010. Moi aussi, comme toi, comme on en parlait plus tôt, en fait, avant l'enregistrement, grand fan de podcast, moi aussi. De par toute la route que j'avais à faire, je consommais beaucoup de podcasts et à un moment donné, dans un podcast, la personne expliquait comment elle faisait le sien. J'écoutais ça et bon, c'est sur la 20 entre Québec et Montréal que j'ai fini par dire, mais là, ça se fait, je peux faire ça moi aussi. Et là, l'idée, j'ai plus grand souvenir du reste du trajet après ça parce que l'idée du musicien stratégique est née finalement sur la 20 dans ma vieille Elantra, quelque part entre Québec et Montréal. Puis là, ça, le podcast, donc, je l'ai lancé en 2021. J'ai donc terminé mon doctorat à un moment donné, après beaucoup d'années. Et là, plus récemment, donc, je suis allé faire un 15 mois, en fait, en Australie pour faire un post-doctorat là-bas. Et là, je suis revenu au Québec et je le termine, dans le fond, à l'Université McGill en ce moment. Donc, ma thèse de doctorat, c'était sur l'utilisation de la caméra pour améliorer, dans le fond, l'autonomie d'apprentissage des musiciens. Et maintenant, ma recherche postdoctorale, c'est sur, si on veut, l'effet de la rétroaction par les pairs sur les gens. Donc, une fois qu'on a la vidéo, qu'est-ce qui arrive ensuite quand on la partage avec d'autres collègues, puis qu'on s'entraîne à donner des commentaires. Et aussi, c'est la petite partie aussi qui m'intéresse dans le projet. Qu'est-ce qui arrive aussi quand on a quelqu'un qui nous explique c'est quoi la science d'une bonne rétroaction avant qu'on le fasse. Donc, est-ce que le fait de savoir c'est quoi des bons commentaires, ça peut aider finalement à être un peu plus à l'aise avec le processus.
Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire comme introduction personnelle pour l'instant. C'est excellent. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore le balado, le Monsieur stratégique, vraiment, allez écouter ça. Je pense que c'est quelque chose qui manquait vraiment, je trouve, dans notre paysage musical, d'avoir l'explication scientifique derrière la pédagogie, l'apprentissage, parce que, tu sais, oui, il y a des bons pédagogues, mais est-ce qu'ils savent vraiment le grand pourquoi, là, tu sais, ça fonctionne ou non? Je pense que c'est beaucoup empirique. Tu sais, ils ont fait des essais-erreurs, puis, ou l'intuition peut-être aussi, mais vraiment d'avoir les connaissances scientifiques derrière qui expliquent tout ça, tu sais, c'est moi, j'ai eu des déclics là, en écoutant ton podcast là, à plusieurs reprises. Donc, bref, allez écouter ça. Donc, tu parlais de tes recherches, justement, dans l'intégration de la vidéo dans la rétroaction, donc l'auto-rétroaction ou l'autorégulation, je pense que dont tu parles. Donc, le fait de se filmer, puis ensuite écouter avec un peu de recul pour vraiment observer ce qu'on fait réellement, alors que lorsqu'on joue, on a beaucoup de difficulté à faire ça, hein, de écouter pour vrai là, ce qu'on produit comme son, puis à être, disons, un peu plus objectif dans notre façon d'observer là, ce qu'on fait. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, à quel point ça peut aider les musiciens, l'intégration de la vidéo? Oui, ben, tu l'as mentionné, hein, quand on joue, pendant qu'on est en train de jouer notre instrument ou qu'on est en train de chanter, il y a une grande part de notre attention qui est accaparée par le fait de jouer. Et ça, si vous avez commencé à apprendre une pièce il y a 2 semaines, votre cerveau est presque à 100% accaparé par le fait de jouer. Et à mesure qu'on améliore notre connaissance de la pièce, à mesure qu'on la pratique, qu'on la répète, euh, ce qui fait en fait qu'on s'améliore, c'est que notre cerveau a besoin de moins en moins d'attention pour faire la même tâche. C'est un peu ça, le processus d'amélioration. Et plus notre cerveau est libéré par le fait de jouer, plus il peut se consacrer à d'autres choses et donc plus on peut s'écouter de façon critique. Donc là, ce que tu parlais, bon, l'autorégulation, c'est le beau grand mot scientifique pour l'autonomie d'apprentissage. Puis dans l'autorégulation, il y a un procédé important qui est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette recherche-là, qui s'appelle l'autosupervision. C'est le fait justement de s'écouter de façon critique pendant qu'on joue. Mhm. Donc, le fait de s'écouter de façon critique pendant qu'on joue, c'est souvent en quelque sorte, c'est comme, entre guillemets, menacé quand on connaît pas assez la pièce parce qu'on est tellement accaparé que par le fait de jouer qu'on n'a aucune idée. Notre cerveau est pas du tout disponible pour s'écouter. Et à mesure qu'on devient bon, j'ai expliqué tantôt, là, je me répète, pardon, mais à mesure qu'on s'améliore, donc notre autosupervision peut prendre de plus en plus de place. Mais il y a toujours cette dualité-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est impossible de s'auto-superviser à 100%. Parce qu'il va Mhm. toujours y avoir une partie de notre attention qui doit être euh, placée, qui doit être pointée vers le fait de jouer. Ce que la caméra vient faire, ce que la caméra vient supporter, en fait, comme processus, c'est justement peut-être le fait de se savoir enregistrer peut permettre aux musiciens de dire, là, je me concentre à 100% sur ce que je joue, parce que Mhm. je sais que je vais pouvoir l'écouter après. Donc, comme disait Molière, all-in sur le jeu instrumental. On peut complètement se consacrer à ce qu'on fait. Et ensuite, quand on faut transférer la vidéo sur notre ordinateur ou on va, je sais pas, peu importe sur quel outil que vous allez utiliser, vous regardez la vidéo et là, on n'a plus l'instrument dans les mains, on est 100% disponible pour s'écouter. Fait que ça, c'est vraiment l'espèce de raisons psychologiques, de raisons cognitives et tout ça, pourquoi ça peut être utile d'utiliser la vidéo. Ce que ça fait maintenant comme effet, c'est que cette libération-là de l'attention, pour pouvoir se concentrer sur le fait ensuite de s'écouter à 100%, ça nous fait réaliser des nouvelles choses. Ça, c'est probablement le résultat principal qu'on peut avoir finalement avec la caméra vidéo, c'est que ça nous fait voir des choses qu'on n'avait pas vues ou entendues avant. Mhm. L'audio est aussi bon. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas le côté visuel, donc il n'y a peut-être pas le côté posture et tout ça qui est quand même important d'avoir, mais ça nous fait réaliser de nouvelles choses. Et ça, dans les recherches, entre autres, ce qui a été relevé, c'est que parfois, chez certaines personnes, il y a un petit choc au début. Il y a un petit je pensais pas que j'avais l'air de ça. Je pensais pas ce que, je pensais que c'est bien pire que ce que je pensais. Et l'autre chose qui est possible aussi, c'est c'est mieux que ce que je pensais. Mhm. Donc, chaque fois qu'on s'écoute, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je m'écoute, je découvre quelque chose de nouveau, je l'améliore la fois d'après, je me réécoute, je vais découvrir autre chose. Comme ça se peut pas
être disponible à 100% pour ce qu'on joue, c'est sûr que la caméra va toujours vous amener un petit peu plus loin, va toujours vous faire voir de nouvelles choses. C'est sûr que c'est important de mentionner ça, l'idée de choc. Ceux qui sont peut-être un peu effrayés à le fait de le faire, c'est pas nécessairement agréable. On pourra reparler des trucs là, pour atténuer ça, mais peut-être la première chose que je pourrais dire, c'est que c'est normal d'être un peu surpris. C'est peut-être un petit peu moins normal. Les recherches que j'ai vues là-dessus, j'en parlais justement dans un des épisodes de podcast, datent de fin des années 90, surtout beaucoup en tennis et en golf. Je sais pas c'est quoi le phénomène du tennis et du golf. Ils ont beaucoup profité, entre autres, de ça. L'espèce de petite surprise, elle est là. Je ne sais pas si en 2024, on est aussi surpris de s'entendre ou de se voir la face avec nos outils qu'on a, la quantité de selfies que les gens prennent, les vidéos personnelles. C'est plus comme dans le temps quand on s'écoutait sur une cassette et on disait, mon Dieu, je sonne comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on est plus habitué, mais quand même, je pense qu'il y a toujours un petit quelque chose qui nous saisit quand on se voit. Voilà. Donc, j'ai bien beau être, me prétendre être un genre de spécialiste là-dessus. Je vais regarder la vidéo de notre entrevue après ça et je vais trouver plein de choses qui me tapent ses nerfs dans ma gestuelle et tout ça. Ce sera justement le processus et je ferai mieux la prochaine fois. Donc, Ah on oui. se reparlera plus tard. Ok, c'est bon. Parce que moi, j'ai beaucoup intégré cet aspect-là de se filmer dans mon enseignement. Ben, d'un, parce que beaucoup de ce que je fais présentement est en ligne. Donc, veux pas, c'est un médium qui est vraiment facile à utiliser, tout ça. Mais je me suis vraiment rendu compte que juste le fait de se filmer fait que l'élève a déjà une prise de conscience avant même de m'envoyer sa vidéo pour que je commande qu'est-ce qu'il a fait, dire ah, j'ai remarqué qu'il y avait telle chose et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer ça? Fait que je trouve que l'élève devient proactif dans son apprentissage au lieu d'être juste passif puis d'attendre qu'on lui dise qu'est-ce qui n'a pas bien été ou tout ça. Tu sais, il y a déjà un processus qui est enclenché qui fait que déjà, c'est ça, il participe, là, il est au cœur de son apprentissage. Est-ce que c'est un des bénéfices que tu as vus, que tu as remarqué? Oui, ben oui, justement. Cette espèce de, je dirais peut-être pas cette espèce de je peux peut-être pas dire de proactivité. J'aime ton terme parce que c'est en plein ça qu'on veut hein, chez les élèves, mais c'est sûr qu'il y a des Mhm, éléments de l'autorégulation, justement, que bon, la caméra aide à ce qu'on appelle l'auto-évaluation, qui est comme la suite de l'autosupervision. Donc, mhm. je note des choses pendant que je joue. Là, je place mes mains comme mon jeu de guitare, mais je joue, j'entends des choses. Après ça, la caméra me fait voir autre chose. Donc, la caméra m'aide à m'auto-évaluer. Et c'est sûr qu'après ça, j'aime beaucoup ton exemple parce que c'est la preuve que même des jeunes sont capables de réaliser certaines choses par eux-mêmes, qui n'aiment pas telle chose, qui pourraient changer telle chose. Et ça, euh, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, l'exemple que tu donnes, parce que ça veut dire que le jeune a déjà trouvé quelques éléments sur lesquels le jeune ou la jeune peut travailler par lui-même ou par elle-même avant même de venir nous voir. Donc, nous, comme prof, le jeune arrive, il y a déjà des questions, il y a déjà peut-être des solutions qui ont été trouvées, il y a déjà des problèmes qui ont été identifiés, puis c'est comme si à chaque leçon, on reprend le jeune un peu plus haut que là où on l'aurait repris s'il n'y avait pas eu la caméra. Donc, ça, je l'ai beaucoup vu, ce phénomène-là. Euh, Ça fait partie des quelques, avec un pluriel très faible, les quelques bonnes choses qu'il y a eu dans la pandémie, entre autres, c'est cette espèce d'explosion-là d'utilisation de l'enregistrement en musique, puis de réaliser finalement que ça aide beaucoup et qu'après ça, bon, on arrive, et comme tu l'as si bien décrit, on a réalisé certaines choses par nous-mêmes au lieu d'attendre passivement. Si on pourra en reparler, c'est justement quelque chose que j'ai pu identifier dans la deuxième recherche que j'ai faite après ça. L'espèce de côté très passif de la rétroaction, on l'attend. Je dis tout le temps comme exemple, on l'attend comme un chevalier médiéval attend les flèches là, dans les films, là, dans les films qu'on aime Ouais. regarder. Euh, c'est pas supposé être ça, la rétroaction. Hein. C'est pas supposé faire mal, c'est supposé nous aider. Donc, le fait que la caméra aide finalement à être plus proactive, ben, ça fait, comme tu l'as dit, qu'on arrive au cours avec des questions, pas de façon réceptive à dire, bon, mon prof va me dire quoi faire. On arrive avec des choses qu'on a déjà remarquées nous-mêmes et ça, ben, ça arrive à tous les âges. Et c'est ça qui est beau justement là-dedans. Oui, exactement, parce que je trouve que ça change un peu la perspective du fait que, comme tu as dit, dans le fond, c'est pas de recevoir l'espèce de jugement du prof de Hey, ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est un processus, c'est comme une évolution, puis tu regardes qu'est-ce que tu fais, puis avec la vidéo, tu as une preuve aussi tangible que tu as progressé. Tu sais, souvent, c'est dur de savoir qu'on a progressé parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Là. Bref, ce serait quoi les autres bénéfices d'intégrer la vidéo?
Qu'est-ce que tu as conclu dans ta recherche Ouais. finalement? Mm. Bon, la première chose, il n'y a pas eu beaucoup de recherches là-dessus en musique, malheureusement. Et donc, euh, et ça m'a surpris. Petite parenthèse, ça m'a beaucoup surpris quand j'étais dans les premières étapes de mon doctorat à choisir un sujet. Et puis là, j'avais noté ça dans une liste de sujets. J'avais noté ça, bon, peut-être l'enregistrement vidéo, mais les musiciens l'utilisent tellement, je peux pas croire qu'il n'y a pas eu ça. C'est beaucoup utilisé en sport, évidemment, ne serait-ce que les joueurs professionnels qu'on aime regarder, football, hockey, tout ça, souvent le lendemain du match, et on revisionne le match et on parle de ce qui s'est passé. Les musiciens le disent. Quand je dis que je fais de la recherche là-dessus, bien des gens me disent je l'utilise souvent. Je le fais utiliser à mes élèves. Fait que les gens ont déjà une pratique de la chose, mais il y avait presque pas de recherche qui avait été faite là-dessus. Et si mon calcul est bon, avec la caméra, j'aurais peut-être été à peu près la troisième qui a été faite dans tout ce qui a été fait de recherche sur l'apprentissage musical. Wow, OK. Donc, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Troisième ou quatrième, je dirais. Ça dépend de ce que les recherches ont, ce sur quoi ils ont porté. Il y avait une recherche qui a été publiée en 2001, super intéressante. J'en parle justement dans la troisième saison du podcast que tu as évoqué tantôt. Une étude qui a été faite en Australie qui démontrait finalement que la plupart des musiciens changent leur opinion initiale de leur prestation après l'avoir vu sur vidéo. Donc là, Mhm. on vient à ce qu'on disait tantôt. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, si je me souviens bien des pourcentages, c'est 49 des participants à l'étude qui disaient qu'ils avaient trouvé plus d'erreurs. Donc, finalement, que leur opinion de la vidéo était pire que l'opinion tout de suite après avoir joué. Il y avait 37 des participants qui disaient que c'était mieux que je pensais. Il y avait Mhm. seulement 14 des étudiants qui disaient que ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Donc, 37 des gens aussi qui disaient que c'était mieux que je pensais. Et donc là, on est finalement, quand on additionne les deux, on est à 86 de gens qui finalement vont dire que c'était pas ce que je pensais qui est arrivé selon ma perception. Une preuve encore que notre cerveau est comme dérangé, ne peut pas être à 100 sur le fait de s'écouter. La preuve, on découvre des nouvelles choses. Fait que ça, c'est cette Mhm. recherche-là. Il y a eu une autre étude bien intéressante qui a été faite cette fois-ci au Canada, qui a été publiée en 2011. Elle, c'était avec finalement des étudiants, des pianistes du niveau universitaire, qui se faisaient demander finalement avec la caméra, peux-tu t'évaluer après avoir joué et après avoir enregistré, après avoir visionné, pardon, la vidéo. Donc, les deux, donc, se donner une note, en fait. Ils remplissaient une grille d'auto-évaluation. Et cette même grille-là était aussi utilisée par un juge externe. Donc, une autre Mhm. personne qui regardait qui avait assisté à la prestation et qui regardait les vidéos aussi. Et finalement, ce qu'ils se sont rendus compte, les chercheurs, c'est que ce qui était le plus proche, c'est l'opinion des étudiants de leurs vidéos qui était plus proche de celle du juge. Donc, Mhm. souvent, les gens, finalement, après avoir joué, se donnaient une note qui était pas vraiment celle du juge. Puis après s'être vue sur la vidéo, la note était plus proche de celle que le juge a donnée. Ce qui Mhm. amène finalement le résultat de que la caméra nous aiderait. Tu l'as mentionné tantôt d'ailleurs, à s'auto-évaluer de façon plus objective. Donc, Mhm. on a plus l'heure juste avec la caméra que l'impression qu'on avait quand on a fini de jouer. Ouais, ouais, Donc, tout à ça, fait. c'est pour les deux. Puis ça, il y a une autre étude 2016 cette fois-ci, avec de l'audio cette fois-ci, où des chercheurs ont demandé à des jeunes, si je me souviens bien, c'était au secondaire, hein, j'aurais dû vérifier, pardon, mais j'en parle sur le podcast de toute façon, mais c'était avec des jeunes du secondaire. Ils demandaient aux jeunes finalement de se donner une note après avoir joué, tout de suite après avoir fini de jouer, tout de suite après avoir écouté l'enregistrement et après avoir écouté l'enregistrement 2 jours après. OK. Donc, ça faisait 3 moments. Et finalement, ce que les chercheurs ont évoqué, c'est que la note déclinait tout le temps à mesure, parce que les jeunes trouvaient autre chose. Là, évidemment, je pense pas qu'on arrive à zéro là, à force des enregistrements, mais c'était juste de dire, si on accepte ça, c'est sûr qu'à première vue, c'est plate de dire à mesure qu'on s'écoute, on diminue la note qu'on se donne, mais il reste aussi que, dans le fond, à mesure, si on est proactif, comme tu l'as si bien dit tantôt, et que, bon, ce qu'on réalise, on le travaille, ben là, après ça, ça peut être intéressant de continuer à s'enregistrer, voir les améliorations. Ça, c'est un point très important, justement, que tu as mentionné. Les musiciens, on s'améliore tellement à pas de tortue, qu'on le veuille ou pas. C'est tellement au jour le jour. C'est comme si c'est impossible de se voir grandir, hein, quand on est jeune, qu'on est en croissance. On se dit pas, mon Dieu, j'ai donc bien grandi hier soir. C'est pas ça qu'on dit. C'est un petit cheveu à la fois. Puis là, subitement, ben là, on se rend compte, je sais pas, mais on voit notre tante à Noël qui nous dit, t'as donc bien grandi, mais on s'en est pas rendu compte. Puis c'est la même chose un peu avec l'amélioration en musique. C'est tellement petit pas par petit pas chaque jour que c'est dur de se dire je me suis vraiment amélioré, alors qu'une vidéo prise il y a 5 semaines
comparé avec une vidéo que j'aurais faite, par exemple, aujourd'hui. Regarder les deux, c'est vraiment une façon tangible de voir une amélioration. Ça, par contre, j'ai pas vu de recherche là-dessus. C'est un peu plus logiquement, je dirais que je le dis, et aussi dans la pratique là, de ce que ceux qui l'ont utilisé me parlaient. Il y a une logique aussi, comme je le disais là-dedans, mais c'est un moyen peut-être aussi d'atténuer le choc, de dire je m'enregistre, je regarde pas la vidéo tout de suite et je me réenregistre 2 semaines après et au moins je vois l'amélioration qu'il y a eu entre les deux vidéos. Ça peut être une façon finalement d'intégrer un peu la caméra quand on en a peur un petit peu de cet outil-là. Ben oui, puis ça devient motivant parce que là, on a une preuve là, qu'on a vraiment progressé. Puis, on le sait, la motivation, c'est vraiment aussi au cœur hein, de l'apprentissage. Quand on se trouve bon, on a envie d'être encore meilleur. Super. Tantôt, on parlait aussi avant d'enregistrer de l'aspect de, oui, se filmer, mais l'aspect de partager cette vidéo-là avec des pairs, donc des gens qui sont dans la même situation que nous aussi, en situation d'apprentissage, tout ça. Donc, pas nécessairement le professeur qui vient comme donner le jugement final, mais vraiment des gens qui sont dans la même situation que nous. Donc, je pense aussi ton sujet de postdoc traite de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, avec plaisir. Ça, c'était comme un peu une espèce de suite logique de ma recherche doctorale. Donc, la caméra, en parlant d'autorégulation, d'autosupervision puis d'auto-évaluation, le mot auto apparaît je ne sais pas combien de fois dans ma thèse, mais c'est tout le temps là parce que mais c'est justement, c'était ça, ma thèse doctorale, c'était vraiment un peu, puis c'est ce qui me fascinait et qui me fascine encore un peu, l'espèce d'intimité qu'il y a. Je vois derrière toi le lutrin, la chaise et tout ça. Toi, c'est le violoncelle, moi, c'est la guitare, mais l'espèce de bulle qu'on a avec une partition, ça me fascine, ça continue de me fasciner. Donc ça, c'était pour la recherche, mais après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive quand on partage la vidéo avec d'autres? Qu'est-ce qui arrive aussi? Ça, je me suis pas penché là-dessus encore, c'est un projet éventuel, mais qu'est-ce qui arrive aussi quand on intègre dans notre enseignement la vidéo? Que c'est comme si j'enseigne à mes élèves, puis on a comme la vidéo sur sur le portable, qui est comme une espèce de troisième acteur dans la relation. Tu sais, on va regarder objectivement la même chose tous les deux. Ça, il n'y a pas eu de recherche là-dessus. Encore une fois, j'y vais un peu avec la logique mais ça peut Mhm. être très, très intéressant dans ma propre pratique pédagogique. J'ai eu certains élèves avancés avec qui c'était ça. Ils m'arrivaient avec une clé USB, on regardait la vidéo, ou maintenant avec les clouds et tout ça, c'est tellement facile à partager. On commençait le cours, plutôt que de commencer le cours par joue-moi ta pièce cette semaine, à froid, on vient de rentrer, tout ça. On regardait la vidéo, puis là, après ça, l'élève peut rejouer ce qu'on vient de parler, l'améliorer. Réécoute la vidéo, on entend la différence entre ce que l'élève vient d'améliorer et ce qu'il avait enregistré la semaine dernière. Et tout ça. Donc, ça fait quelque chose de vraiment intéressant, comme une espèce de troisième acteur, donc dans l'espèce de duo Ouais. prof-élève. Ça, c'est ce qui me fascine, justement. C'est ce qui fascine et éventuellement me fascinera pour d'autres projets de recherche. Pour l'instant, ce que je voulais aussi, c'était voir qu'est-ce qui arrive quand cette vidéo-là, on la partage avec d'autres. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le postdoctorat. J'ai commencé le projet de recherche en septembre 2022 en Australie, à l'Université Monash là-bas, avec beaucoup d'étudiants en pop. Ça aussi, j'étais content. C'était une nouvelle facette pour moi. J'ai toujours travaillé avec des musiciens classiques. Je suis un ex-guitariste de pop qui a enseigné du Metallica pour pouvoir mettre du pain sur la table comme tout le monde. Fait que j'adore cette musique-là, même si je la fais pas nécessairement professionnellement, j'adore la musique rock et tout ça, donc je l'ai fait. J'étais content de travailler avec ces musiciens-là. Et donc, il y avait aussi des musiciens classiques et des musiciens, des compositeurs dans mon projet, donc partager ça aussi entre eux. Puis ce que je voulais, moi, finalement, c'était voir qu'est-ce qui se passe quand tu prends la vidéo, quand tu la déposes en ligne avec une auto-évaluation écrite et que tu la partages avec d'autres et que tu reçois des commentaires écrits. Mhm. Donc, c'est ça un peu, c'était ça le projet de recherche. Pour l'instant, c'est en cours, justement. Même si je suis revenu au Québec, le projet se continue en Australie et là, je le commence en fin de semaine. Je le commence à l'Université McGill, justement. Donc, ce sera probablement commencé quand l'entrevue sera diffusée. Et donc là, moi, mon but, c'est de voir qu'est-ce qui arrive. Et la petite parenthèse que je peux dire là-dessus, sur la rétroaction par les pairs, c'est que c'est quelque chose qui, malheureusement, dans les recherches, et je pense dans la vie en général, peut rendre les gens mal à l'aise. On Mhm. ne se sent pas nécessairement outillé. Je suis, par exemple, un étudiant au bac, je suis un étudiant au cégep où je suis un violoncelliste amateur et là, je suis assis avec d'autres gens dans une classe d'ensemble et là, il faudrait que je donne mon opinion alors que le prof ou la prof est à côté. Qui suis-je, moi, pour donner mon opinion à quelqu'un d'autre? Ça, je dirais, c'est la façon un peu je dirais pas malheureuse, mais c'est manquer une belle occasion finalement de dire je dois donner un conseil comme un prof doit le faire. Une des plus belles expressions que j'ai entendues, justement par un prof de composition à l'Université Monash en Australie, c'est quand on est
Par exemple, tu me parlais tantôt de la communauté pratico-cello, surtout composée de violoncellistes amateurs. Entre violoncellistes amateurs, vous êtes le public le plus informé qu'il n'y a pas. Mhm. Donc, c'est un public qui connaît vraiment bien ce qu'on est en train de faire et le fait de dire nos impressions. J'ai aimé ça. Moi, ça a fonctionné pour moi. Je te le partage. Donc, on voit souvent la rétroaction, malheureusement, comme de l'enseignement, alors que c'est un partage. Donc, si, par exemple, on est les violoncellistes de Pratico-Cello publient une vidéo, ils ont quatre autres violoncellistes qui viennent donner leur opinion. C'est pas quatre profs. Et on peut se tromper, on peut échanger, on peut discuter de quelque chose, on peut juste essayer ce que notre collègue nous a dit, même si pas nécessairement que le prof soit d'accord ou pas, je ne veux pas commencer à faire des guerres père et prof, mais de dire c'est une idée, on va l'essayer. Échanger nos impressions. Ça, je t'ai perdu rendu là, je sais pas pourquoi, mais je t'ai perdu. Donc, se permettre de partager des impressions. Puis moi, par exemple, si je joue et que je reçois l'opinion de 10 guitaristes, et là-dessus, il y en a 7 qui me disent ça, ce bout-là, je l'ai moins bien compris. Moi, je le vois aussi un peu comme un vote. Tu sais, quand tu reçois plusieurs commentaires, puis qu'il y a plusieurs commentaires qui parlent de la même chose, probablement qu'il y a quelque chose là, qui peut après ça être discuté avec le prof. L'autre jour, la Mhm. classe d'ensemble, on a eu tel commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Donc là, après ça, le prof peut donner son opinion d'expert pour la solution. Mais il y a plusieurs façons de partager la rétroaction par les pairs. Euh, et je suis là-dedans en ce moment. Donc, essayer de les identifier dans les commentaires que les gens ont donnés. Donc, trop souvent, on pense qu'on doit trouver des solutions, alors que, comme je le disais tantôt, on peut partager des impressions, on peut poser des questions. J'aimerais ça comprendre pourquoi tu as fait ça. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là? On peut partager des choses qui nous sont arrivées ou des solutions qu'on a trouvées, nous. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Voici ce que mon prof ou tel autre prof ou j'avais entendu en masterclass. Donc, la question de partage. Puis la dernière chose que j'aime beaucoup, moi, c'est dans les commentaires quand il y a une question de solidarité. Mhm. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Donc, juste le fait de ne pas se sentir seul. Ça, c'est les petites choses que je vois poindre dans les analyses que je suis justement en train de faire en ce moment. Là, je vous parle de mes impressions, de mes données. C'est malheureusement pas encore des résultats officiels, mais il y a ça qu'on voit, qu'on aime beaucoup. As-tu écouté tel artiste? Il y a telle version, moi, de telle pièce que j'ai adorée, puis là, le beau petit lien YouTube et tout ça. Donc, il y a quelque chose là d'intéressant. Puis là, depuis tantôt, j'ai pas dit qu'il fallait dire la vérité ou la solution ou quoi que ce soit, là. J'ai juste dit que c'est des gens qui échangent entre eux. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un défi. Et euh, mon projet de recherche, la première étape, c'est que les gens répondent à un questionnaire sur comment ils voient la rétroaction, le feedback. Donc ça, c'est en cours d'analyse, justement. Ça, il y a des choses là-dessus à dire, justement. La deuxième étape que je dis justement que je commence en fin de semaine, c'est de donner pardon, des ateliers sur qu'est-ce que c'est une bonne rétroaction selon la science. Donc, on parle de la caméra, on parle de qu'est-ce que c'est un commentaire bien formulé, on parle des effets de la rétroaction par les pairs dans d'autres domaines qu'on a vus, qu'est-ce que ça donne, et aussi ce que c'est être proactif en matière de rétroaction. Tu l'as dit très bien tantôt, justement, et ça a un nom, le terme, malheureusement, qui est en anglais, que j'ai pas trouvé d'équivalent en français, c'est la feedback literacy. Donc, le fait d'être proactif, justement, en matière de rétroaction. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Et ça, comme on l'a évoqué tantôt, ça veut dire donc se commettre, accepter, accueillir la rétroaction, aller la chercher, poser des questions à notre prof, se filmer et tout ça. Donc, pas attendre la rétroaction comme une flèche médiévale qui s'attend de nous transpercer l'armure, mais bien de finalement de s'ouvrir à tout ce qu'on peut recevoir, de l'accueillir, de le digérer, après ça, de décider qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, Mhm. c'est là-dedans que je suis en ce moment et ben, les résultats seront éventuellement publiés et probablement discutés sur d'autres épisodes du musicien stratégique éventuellement. Ouais, ben, j'ai bien hâte d'entendre ça parce que tout ce que tu as mentionné, moi, je le vis, mais vraiment à petite échelle, puis c'est pas du tout dans un cadre scientifique avec des paramètres, des critères à évaluer, mais euh, tout ce que tu as mentionné, le partage d'expérience, le fait de ne pas se sentir seul, qu'on est tous dans le même bateau, finalement, ça fait tellement de bien, ça enlève comme une pression, on dirait. Le fait aussi, ce que j'ai observé, c'est que l'élève remarque quelque chose qui s'est fait dire pendant des années, mais chez l'autre, là, il fait Ah, c'est la première fois que je comprends vraiment ce que mon prof voulait me dire. Là, je l'ai vu. Donc, des prises de conscience comme ça qui,
sais, qui sont géniales parce que sinon, tu as beau le dire à l'élève, s'il ne conscientise pas lui-même dans son corps et sa tête, ça ne sert pas à grand-chose. Puis l'espèce aussi de connexion qui s'établit entre les gens, tu sais, c'est quand même intime, hein, publier une vidéo de, tu sais, on est vulnérable, là, les premières fois, puis à un moment donné, il y a une solidarité, comme tu as dit, qui s'établit, une bienveillance aussi les uns envers les autres, qui fait qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se développe, puis là, ça devient un espace sécuritaire où on sait que je peux publier ma vidéo, ça va être bien reçu, puis je vais avoir des commentaires, puis du soutien. Moi, honnêtement, je vois juste des bienfaits jusqu'à maintenant de cette pratique-là. Euh, puis j'aurais bien aimé savoir ça à l'université. Je trouve que c'est quelque chose qui manque probablement là, dans l'enseignement plus traditionnel, si on veut, là, de la musique classique. Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que tu envisages d'appliquer concrètement toutes ces recherches-là, mais de vraiment le proposer dans un curriculum ou Oui, éventuellement. Je dirais qu'en ce moment, justement, ben, en Australie, ben, justement, de par ma présence là-bas, ben, après ça, quelquefois j'ai été invité dans des classes d'ensemble, justement, pour qu'on revienne sur des éléments de choses que j'avais discuté avec les étudiants dans autre chose. Donc là-bas, je n'étais pas prof en tant que tel, j'étais un peu tout le temps une espèce d'invité qui gravitait autour de plein de cours. Euh, mais euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, l'espèce de solidarité qui va se créer, les connexions et tout ça. Le malaise est là, par contre, au début. Mhm. Et c'est là aussi que ça fait partie des résultats de recherche que pour n'importe qui écoute ou qui serait intéressé à intégrer ça, les étudiants ont besoin d'être aidés. Donc, on ne sait pas c'est quoi nécessairement donner un bon commentaire. Le fait, bon, l'atelier dont je parlais vise un peu ça, mais des fois, un des beaux moments que j'ai vécu, une des fois, justement, où je donnais l'atelier dont je parle, l'atelier sur c'est quoi une bonne rétroaction. Pendant un moment de l'atelier, ben, il y avait un professeur de composition qui était là avec un groupe de compositeurs. Et là, il y a une question qui a été posée par un étudiant, un autre étudiant a répondu, le professeur a donné son opinion. Et là, à un moment donné, subitement, j'ai réalisé que j'étais sur scène, à côté de mon ordinateur avec le PowerPoint derrière moi, mais que j'assistais à une espèce de discussion entre le prof et ses élèves sur comment chacun devrait entrevoir la rétroaction qu'il donnait et qu'il recevait. Et là, j'étais sur scène et j'ai eu la présence d'esprit, je dirais, de me dire, dis rien, laisse ceci se Écoute. passer. Puis le fait d'en jaser, le fait de dire ça j'aime ça j'aime pas ça. Une activité que j'ai faite là-bas de façon informelle, que j'ai ajoutée cette fois-ci à McGill de façon plus formelle, c'est que je vais faire des discussions, des ateliers des discussions avec les étudiants où je projette différentes façons de formuler un commentaire et chacun donne leur opinion là-dessus. Mhm. Donc, par exemple, ça, j'ai adoré ça. Bon, évidemment, ça, d'habitude, tout le monde l'aime. Poser une question. Pourquoi as-tu décidé de faire ça? Mon conseil pour toi serait à mon avis, tu pourrais faire telle chose. À ta place, je ferais telle chose. Ça. Et il y avait certaines formulations que je me disais, oh, ça, d'habitude. Là, à ta place, moi, je ferais ça. Généralement, il n'est pas populaire. Ouais, je comprends. Sauf que, sauf que, j'ai réalisé en discutant avec les étudiants qu'à chaque fois que j'avais une formulation, même des formulations très, très positives, selon moi, il y avait quelqu'un dans les étudiants qui réussissait à trouver un mauvais sens à ce qui était dit. Pas par méchanceté ou par volonté de tout le temps voir le mal ou quoi que ce soit, de juste de dire, ben ça, moi, je me sentirais comme ça si on me disait ça. Ben, je n'avais pas Mhm. pensé à ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y en avait, et ce qui est venu à un moment donné, comme solution, et c'est là, et là, je le partage même, je dirais, publiquement pour la première fois. Donc, une espèce Une d'exclusivité. primeur, mon Dieu. C'est ça. C'est que c'est une des choses, je dirais, qui a comme un peu basculé dans ma conception du feedback, c'est qu'on voit tout le temps le feedback comme quelque chose qu'on reçoit, alors que ça devrait être quelque chose qu'on demande, quelque chose qu'on va chercher, quelque chose qu'on Mhm. demande. Donc, si moi, j'ai fini de jouer, et que je dis aux gens, par exemple, ben, j'ai aucune idée quoi faire avec ça, qu'est-ce que vous feriez à ma place? C'est tout à fait normal que là, la personne réponde à ta place, je ferais ça. Ce serait quoi votre conseil? Mon conseil serait de joue ça. Je vais jouer ça en fin de semaine. J'ai fini, je veux rien savoir d'autres idées. C'est trop proche de la prestation. J'ai adoré telle chose mise là-dessus en fin de semaine. Donc, c'est comme si la rétroaction devait être la réponse à quelque chose qui a été demandé. Mais la Mhm. plupart du temps, nous, on arrive sur scène, on joue nos pièces et là,
allez-y, attaquez-moi, transpercez-moi de vos 12 flèches. Donc, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que c'est sûr que, et là, je touche un petit peu à la façon un peu plus traditionnelle de faire les choses, c'est beaucoup plus riche quand le professeur parle en dernier, Mm. parce que les échanges ont été faits. Mhm. C'est sûr que si, mettons, l'élève finit de jouer en classe ensemble, là, le prof dit ça, c'était à faire, ça, c'était à faire, ça, c'était à faire, ça, c'était beau, hein? Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Si je suis en première année de bac ou au cégep, où j'ai grand musicien, grand musicienne qui viennent de dire son opinion à l'autre, puis que moi, je pense autre chose, pas nécessairement être dans le champ, pas nécessairement, mais juste une autre idée, j'aurais peut-être pas tendance à la partager si le prof a dit quelque chose d'autre avant moi. Je me permettrai pas d'être en désaccord souvent avec le prof. Et ça, je pense que c'est une façon de changer, une façon à changer, une habitude, je dirais, à changer dans les classes d'ensemble. Laisser les élèves dire leur opinion. Puis je pense que ça peut être hyper intéressant pour le professeur ou la professeure d'écouter ce qui se dit et d'écouter même l'espèce de vote qui est en train de se passer. À quoi chacun de mes étudiants pense quand il écoute les autres. Quand l'élève finit de jouer et qu'il demande, par exemple, là, j'aurais besoin d'aide avec ça, qu'est-ce qui sort en premier dans la tête des élèves pour voir qu'est-ce qui semble être l'ordre de priorité des élèves. Donc, Mhm. il y a quelque chose là un peu de la discrétion active, je dirais, l'écoute active de tout ce qui se passe peut être très, 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 très enrichissant. Puis moi, comme prof, c'est sûr que j'aime mieux dire par exemple, à un groupe d'élèves, ben, ces deux solutions-là sont vraiment excellentes, bravo de les avoir trouvées, puis de pouvoir expliquer aux autres, ça c'est une bonne solution pour telle chose. J'aime mieux que les étudiants arrivent avec la bonne solution que moi je l'ai dit finalement. Parce que c'est Mhm. sûr qu'ils vont s'en souvenir de cette solution-là. Dans mon exemple, les deux élèves qui ont dit la solution, je pointe dans le coin de ma chambre, j'ai aucune idée pourquoi, mais ils sont là dans ma Ils les sont là, deux élèves. oui, oui. Le fait d'avoir ces deux élèves-là ben, qui ont donné la bonne solution, je suis convaincu qu'en valorisant ça, ben ils vont s'en souvenir certainement, ces deux personnes-là. Donc, tout le monde en profite quand on Mhm. donne de la rétroaction par les pairs, autant ceux qui disent le commentaire que ceux qui le reçoivent. Oui, oui, tout à fait. Mais j'aime vraiment ça que tu dises que le feedback, dans le fond, c'est plus quelque chose qu'on doit demander parce que ça nous met dans une autre posture. Tu sais, comme tu dis, le chevalier qui attend toutes les flèches qui vont lui tomber dessus. Puis est-ce que le fait peut-être aussi d'accepter que le feedback, la rétroaction, c'est pas sur notre personne entière, mais plus sur quelque chose de concret qu'on fait sur l'instrument ou tu sais, pourrait aussi aider les gens à accepter de demander du feedback parce que ça a donc l'air d'être un jugement tu sais, personnel pour certaines personnes de juste mettre une vidéo, mon Dieu, ils vont m'attaquer. Mais alors que non, puis comme professeur, peut-être justement que les gens ne le vivent pas du côté du prof, mais moi, comme prof, je ne suis pas en train de juger toute la personne dans son intériorité et tout. Je suis en train de regarder, bon, l'archet fait ça, le doigt, il n'est pas à bonne place, le rythme n'était pas stable. Donc, le fait de se mettre dans cette posture-là aussi pourrait, j'imagine, aider les gens à juste se lancer puis accepter les feedbacks. Oui, mais complètement. Puis tu l'as très bien dit, ne serait-ce que de prendre la peine de dire à l'élève que c'est ça ton intention, que c'est Mhm. pas de critiquer la personne. Déjà là, ça va aider, mais c'est sûr que si je finis de jouer, c'est difficile de se détacher de ce qu'on vient de faire, hein. Surtout quand, mettons, on a travaillé une pièce pendant des mois de temps, je la présente et là, vous me dites 6 choses qui fonctionnent pas. Avec ma pièce, j'ai l'impression que c'est 6 choses qui fonctionnent pas avec moi. Donc, je Ouais. le, je le prends personnel. Mais ça fait partie de ce que je parlais tantôt, la feedback literacy, justement, là, l'espèce de capacité de dire c'est ma prestation qu'on est en train d'essayer d'améliorer. Donc là, j'ai de l'aide pour améliorer ce que je fais. C'est pas ma personne qui est attaquée. C'est un défi. Ça se travaille, c'est difficile. C'est pas nécessairement quelque chose qui se fait en une fraction de seconde. Puis moi, les fois où j'ai eu l'occasion d'en parler avec mes étudiants, je disais souvent que on peut se donner un 24 heures de baboune, puis de bouder et tout ça, mais le défi, finalement, c'est de rapetisser le plus possible le temps que ça nous prend avant d'embarquer dans un mode, ben, solution. Puis là, bon, cette personne-là m'a dit ça, j'y réfléchis, je l'accepte. La feedback literacy, quand je la décris, j'explique souvent que l'espèce de métaphore que j'ai trouvée pour ça, c'est une espèce d'antichambre. C'est comme euh,
comme on a ici au Québec ces temps-ci pendant l'hiver, les espèces moi j'appelais ça un tambour, je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le Ouais, monde, mais une ouais. espèce de première entrée qui empêche le vent froid de rentrer dans la maison. Ben, on veut que le commentaire attende un petit peu à la porte avant de rentrer et qu'on puisse l'examiner un petit peu puis dire, ben, tu sais, je l'accepte ou je l'accepte pas. Et ça aussi, c'est une chose à la longue qui est peut-être difficile, qu'avec le temps, bon, l'expérience des commentaires, ça peut être refusé pas Mhm. nécessairement à la personne, pis ça, mais si jamais c'est trop dur, si jamais c'est mal formulé, si jamais c'est questionnable aussi, ben OK, merci de ça, mais pour qu'est-ce que tu veux dire par là? Peux-tu me donner une solution? Donc, on revient à l'idée de ne pas accepter ça passivement. Et c'est là justement où ce dont tu parlais tantôt, l'espèce de capacité à accepter les choses, à pas prendre les choses de façon personnelle. C'est un art, ça se développe, mais généralement, on est beaucoup plus heureux quand on arrive à cet état-là parce que justement, on a détaché notre personne. C'est dur parce que moi, c'est la guitare, toi, le violoncelle, c'est des instruments même qu'on prend dans nos bras, tu sais, qu'on a sur Ouais, nous et tout ouais. ça. Donc, c'est dur de le détacher de la personne un peu. Euh, euh, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir faire, qu'il faut accepter aussi de dire, ben là, les commentaires que je reçois, ce sont des commentaires que je dois digérer, Ouais. que je dois prendre à côté, que je peux aller voir quelqu'un d'autre avec ça après, tu sais, de dire, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis ça se peut que ce soit dur, ça se peut que la personne l'ait formulé d'une façon qui n'était pas voulue méchante. C'est de la communication humaine sur des choses tu sais, sur des prestations qu'on a préparées pendant des mois. C'est sûr que ça vient toucher une corde sensible. Mais, Ouais, ouais. euh, mais il y a quelque chose là à travailler finalement, puis il y a quelque chose à discuter, exactement comme tu l'as fait au début de ton intervention, quand tu dis à la personne, mes conseils, c'est pour ta prestation, c'est pour ton jeu, c'est pas sur toi. Puis aussi, je pense comme prof, de mentionner que s'il y a quelque chose, tu sais, c'est discutable, c'est répondable, un commentaire. Puis le commentaire, n'importe quelle rétroaction, on voit souvent ça comme une chose dite à sens unique, alors que ça devrait être une espèce de conversation. Ah, tout à Et fait. ça, le fait de voir ça comme une conversation, je pense que ça peut aider. Ouais, tout à fait, parce qu'on peut être pas d'accord avec ce qui est mentionné, puis c'est bien correct aussi. On n'est pas obligé de tout prendre, comme tu dis, tout à fait. Hey, c'est tellement intéressant, Mathieu, je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. On a la même passion, moi, c'est sûr, pour l'enseignement. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir jaser de tout ça. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite, les prochains épisodes, puis les résultats aussi de tes recherches. Donc, tu es toujours le bienvenu sur le podcast. Attends de revenir nous parler de ça, peut-être quand tu seras rendu là à avoir rédigé toutes tes recherches, puis pouvoir partager tout ça. Alors, gros merci encore une fois, puis bonne chance avec tout ça. Merci beaucoup. Ça a été très agréable. Merci. À la prochaine.